Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir pour le 4e épisode de Vous Zoom. Nous allons, comme tous les vendredis, faire la préface de la prochaine journée de Première Ligue, toujours diffusée évidemment en exclusivité sur Vous Sport World. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe, Christian et Julien. Bonjour à tous, tout va bien? Bonjour, tout va bien? Salut. Et on va peut-être commencer par ce bilan assez incroyable, Christian, avec 103 buts marqués sur les 28 premières journées de Première Ligue, énormément de victoires en déplacement, peu de partage, des scores assez incroyables, des 5-2, 2-5, des 4-3. On vit un début de saison, je ne sais pas comment le qualifier, incroyable, surprenant, surréaliste peut-être, mais on a des chiffres complètement fous. Vous qui, en plus, Christian, analysez quasiment tous les grands championnats européens, donc là, on est quand même dans quelque chose de très spécial. Oui, c'est très spécial. On avait vu la saison passée avec la Bundesliga une forme similaire avec beaucoup de buts en déplacement. Mais là, la Première Ligue, le championnat le plus coté au monde, c'est très, très étonnant. Et même tactiquement et dans la manière dont les buts sont marqués, c'est très, très étonnant puisqu'on arrive à pratiquement 40% de buts qui sont marqués sur phase arrêtée. Je crois déjà 18 pénaltys, 13 corners, 7 coups francs indirects. C'est en 3 journées, c'est du jamais vu. Ces chiffres-là sur une saison, c'est du jamais vu, mais sur 3 journées, ça c'est vraiment incroyable. Ouais, on verra bien, on verra ce week-end si on va continuer sur cette lancée. Alors, Julien et Philippe, je ne sais pas ce que vous en pensez. On commente des rencontres sans public, ce qui n'est pas toujours facile, il manque quelque chose. Est-ce que justement ce spectacle, ces buts, ces victoires en déplacement, ces scores étonnants, compense un petit peu l'absence du public et cet élément essentiel finalement qui est le supporter dans le football? D'une part, on s'est habitué un peu à ces ambiances particulières avec le son artificiel et je trouve qu'au niveau qualité du jeu, c'est quand même assez bon. Et puis comme on a beaucoup de buts, ça devient agréable. On est emporté aussi par certaines rencontres. C'est pas le cas dans toutes les rencontres évidemment, mais il y a quand même pas mal de choses intéressantes qui se passent. Il y a aussi des contestations. On a dit il y a beaucoup de pénaltys. Bon, les histoires de fautes de main ont fait beaucoup parler d'elles évidemment ce week-end. C'est sûr que ça amplifie un petit peu le phénomène pour l'instant. D'un autre côté, je trouve que le VAR est un peu plus correct que la saison dernière et mieux utilisé avec l'utilisation de l'arbitre sur le terrain plus souvent, ce que je trouve assez intéressant. Alors justement, Julien, faut-il attacher les mains des défenseurs de Première Ligue pour qu'il n'y ait plus toutes ces fautes de main dans le rectangle? La règle a changé seulement cet été. C'était dans le football international depuis un an. Depuis cet été, on applique la règle également en Première Ligue. C'est plus question de faute de main volontaire ou involontaire. À partir du moment où les bras sont écartés, qu'on augmente la surface du corps, ces pénaltys, on a vu que ça a créé pas mal de polémiques ce week-end. Alors, que faut-il faire? Est-ce que ça dénature complètement le jeu, comme l'ont dit Hodgson ou Steve Bruce, par exemple? José Mourinho n'était pas content non plus. Que faut-il faire avec ce nouveau phénomène de pénalty sur faute de bras dans le championnat anglais? Ça a été toujours un long débat, hein. Moi, je trouve que c'est, voilà, au moins on a une décision, une faute de main dans une surface. On la signalerait dans le rond central du terrain. Donc, pourquoi pas un penalty derrière, ça nous fait des scores un peu fous et des matchs un peu fous, parce que c'est aussi le scénario de différents matchs qui a été incroyable ce week-end. Alors, on parle énormément et Christian a détaillé le nombre de buts. Évidemment, je pense que ça va nous lancer aussi vers le sujet des défenses et des gros problématiques de défense et de gardiens en ce moment en Première Ligue. Alors, le programme ce week-end, on peut déjà vous dire que vous pourrez voir les 10 rencontres de Première Ligue programmées pour la 4e journée. Ça commencera samedi à 13h25 avec Chelsea Palace. Mais nous, on va mettre l'accent sur 2 rencontres, à commencer par celle qui va opposer Leeds à Manchester City. On peut déjà dire évidemment que c'est Pep Guardiola qui affronte son mentor Marcelo Bielsa. On a beaucoup parlé de l'arrivée de Marcelo Bielsa en Première Ligue avec cette équipe de Leeds. On peut remarquer qu'elle est quand même sur un bon début. Un 6/9 après la défaite festive du côté de Liverpool. Ils ont battu Fulham 4-3. Et ce week-end, Philippe, c'est vous qui étiez aux commentaires, ils ont été gagnés 0-1 du côté de Sheffield. Donc, ils ont quand même prouvé qu'ils pouvaient aussi terminer un match de Première Ligue sans encaisser. C'est un match un peu particulier parce que ce sont 2 équipes qui se sont beaucoup croisées en Championship la dernière fois c'était il y a 2 saisons. C'est marrant parce que le score était le même. C'était chaque fois 0-1, une fois à Leeds et une fois du côté de Sheffield. Maintenant, on sait que le jeu préférentiel de Leeds c'est le dominant placé.
On a beaucoup moins vu ça dans ce match-là parce qu'il y a eu quand même assez peu d'occasions. C'est vrai qu'il y a eu 2 bons gardiens aussi qui ont fait de bonnes interventions, mais finalement c'est Leeds qui émerge et c'est important aussi d'émerger dans des matchs difficiles. Maintenant, il ne faut pas oublier que Sheffield, c'est 0 points, 0 but marqué depuis le début de la saison, donc ça s'annonce déjà très très compliqué pour eux, mais tant mieux pour Leeds parce que ça leur permet d'être en bonne position. Alors Christian, on parle beaucoup de cette équipe de Leeds, de Marcelo Bielsa, de cette philosophie de jeu, de ce système. Il y a un attaquant qui a marqué sur les 3 premières journées, c'est Patrick Bamford. En suivant la Championship avec Vision du jeu, je ne suis pas étonné de l'efficacité de Bamford. Il y avait beaucoup de gens qui étaient sceptiques et je crois il y avait en début de saison maintenant en Première Ligue beaucoup de spécialistes qui étaient sceptiques quant à ses possibilités de s'imposer. Mais quand on voit que le système de Bielsa est fait pour l'équipe et pas pour les joueurs qui ont les qualités de s'intégrer dans un système de jeu, eh bien, performent directement. Il a sorti beaucoup de joueurs dans sa carrière parce que les joueurs se sont adaptés très facilement à son système. Et on voit notamment, il est arrivé donc de Middlesbrough il y a 2 saisons et il est arrivé à Leeds et il a vraiment explosé. Il a marqué 25 buts en Championship et plus les 3 buts maintenant en Premier League. Et quand on voit l'analyse de ses buts, on voit en fait qu'il s'est installé complètement dans le système de Bielsa. Beaucoup de buts sur le jeu dominant, que ça soit placé ou rapide, très très peu sur le jeu direct, très peu sur phase arrêtée, et alors il a trois pénaltys qui viennent compenser un peu l'ensemble des performances, mais tout à fait dans la lignée de ce que Bielsa demande, et aucun problème à comprendre qu'il est effectif dans ce système-là. En tout cas, il prouve qu'il a sa place dans cette équipe. En Première Ligue, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de doutes. Déjà, en Championship, il y avait pas mal d'observateurs qui disaient qu'avec Bamford, Leeds n'allait pas réussir à monter et puis à s'installer en Première Ligue. Pour le moment, il prouve le contraire. Et on peut s'attendre dans ce match entre Leeds et Manchester City à une équipe de Leeds qui a absolument la même approche, le même système et qui ne va pas changer sa philosophie, en tout cas celle qu'on voit depuis des mois. Il faut quand même se rappeler quand il y a eu l'affaire avec Bielsa qui allait espionner Derby County à l'entraînement. Quand il a fait la conférence de presse pour expliquer les raisons de ce qu'il faisait, il a justifié ça, et on le voit très bien d'ailleurs sur une vidéo sur YouTube de l'explication de la conférence de presse. Il explique qu'il avait préparé un dossier complet sur Barcelone et sur son ami Guardiola pour préparer, c'était la finale de la Coupe du Roi, je crois. Et il m'a dit, ben voilà, regardez, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ce travail, on a fait ça. Et on a perdu 3-0 et on a été très content parce que Barcelone a arrêté de jouer à un certain moment pour pas nous mettre une dégelée complète. Et à la fin du match, pour remercier Guardiola et pour lui montrer mon respect, je lui ai remis le dossier du travail qu'on avait fait sur son équipe. Et Guardiola nous avait dit qu'il avait appris des choses sur son équipe, mais qu'il a dit que ça n'aidait pas pour amener à une victoire. Et donc, le fait de justifier l'espionnage, c'était pas quelque chose de grave parce que ça te donne rien comme avantage supplémentaire. On va voir maintenant s'il a étudié de la même manière le jeu de Guardiola et de voir s'il va pouvoir le contrer. Et peut-être qu'il va recevoir un dossier de Guardiola à la fin du match. Voilà. Peut-être. En tout cas, dans le personnage Bielsa, moi, je me souviens d'une déclaration où il disait que moi, mon équipe, elle n'a pas de plan B. La seule manière de jouer, c'est de placer le plan A. Et si ça ne marche pas, c'est d'essayer encore de passer le plan A. Avoir un plan B, c'est presque une faiblesse pour un entraîneur. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre, une réflexion qui est adaptée au football d'aujourd'hui? Bon, il faudrait être un peu plus complexe quand même. Ça peut peut-être fonctionner en Championship. Sur la durée en Première Ligue, j'ai l'impression que ça va être plus compliqué. Sur la scène européenne aussi, parce que si on n'est pas capable de s'adapter au jeu des autres, on va avoir des difficultés. Et c'est peut-être un peu ce qui manque actuellement à City. Hein, si on a vu les 2 derniers matchs qu'ils ont joués, Wolverhampton et à Leicester, c'est que la première mi-temps, ils dominent, et puis la deuxième mi-temps, ils sont complètement à côté. C'est comme s'ils ne savaient pas passer à un rythme supérieur ou à changer et leur adversaire parvient, par contre, à trouver ses marques, à changer son jeu et à prendre surtout de la vitesse. Ça, c'était flagrant, je trouve, contre Leicester, à quel point ils ont été dépassés sur la vitesse et sur l'impact dans le jeu. Mais Leeds, voilà, s'ils jouent leur jeu avec le ballon et qu'ils prennent des buts en contre, ce qui peut arriver, je vois mal comment ils vont pouvoir se retourner et renverser la situation. La difficulté ici, c'est que si les 2 entraîneurs ne veulent pas appliquer de plan B,
Il y en aura un qui sera dans la difficulté, puisqu'il y en aura un qui sera dominant et l'autre qui subira, mais qui ne veut pas subir parce que ce serait son plan B. Donc, ça va être un peu compliqué le scénario de ce match en fonction des personnalités des deux entraîneurs. Mais en termes de compétition, la compétition, c'est de gagner. Tandis qu'ici, signifier qu'il y a un plan A et pas de plan B, ça signifie que tu mets la compétition derrière, je veux dire, une forme d'ego ou une forme de vision, une forme de philosophie qui devrait passer à tout prix au-delà de la compétition. Ça n'a pas beaucoup de sens en termes dans ce domaine-là. En tout cas, on peut s'attendre à un match spectaculaire et normalement avec beaucoup de buts parce que cette équipe de Manchester City a une grosse fragilité. C'est 5 buts encaissés le week-end dernier face à Leicester. Ça fait mal. On rappelle quand même que c'est la première fois de la carrière de Guardiola en 686 matchs officiels qu'il encaisse 5 buts. Donc, à ce rythme-là, si c'est 6 buts en 2 matchs, on risque d'avoir 120 buts encaissés en 40 à la fin de la saison. Donc, ça, il faudra quand même changer, la manière d'aborder les matchs défensivement. Ce qui est inquiétant, surtout, c'est qu'avant, Manchester City se faisait surprendre, surtout sur des reconversions rapides, le fait d'avoir le ballon et de faire face à une reconversion rapide de l'adversaire et d'encaisser dans ce domaine-là. Mais ici, on a vu qu'en fait, de plein jeu, les 3 buts ont été encaissés sur du jeu dominant placé. Ça, c'est très inquiétant parce que ça veut dire que le bloc équipe est quand même relativement bas et qu'il pourrait avoir une mise en place qui est beaucoup plus performante. Or, ce n'est pas le cas. Et en plus, très, très inquiétant, c'est que c'est 5 buts encaissés en deuxième mi-temps, dont 3 dans le dernier quart d'heure. Ça veut dire qu'au niveau de l'aspect physique et de l'aspect mental, il y a un gros travail à faire aussi pour compenser cette carence. Et puis on peut revenir sur les propos de Guardiola en après-match où il a un petit peu contesté le fait que voilà, Leicester était venu pour défendre, pour partir en contre. Enfin, on a eu l'impression quand même d'un petit peu halluciné en entendant ça. Il a connu ça toute C'est sa le plan B, carrière. le plan B de Leicester, hein, c'est dommage. Lui, Brendan Rodgers, il passe au plan B. C'est bon, c'est pas la même chose, mais Il a connu ça toute sa carrière, en plus avec Barcelone, avec le Bayern. C'est tout le temps des équipes qui venaient pour défendre quand il jouait en déplacement à Barcelone ou au Bayern. C'est normal aussi. Alors, c'est très étonnant sa déclaration parce qu'il sait très bien que ça se passe comme ça. Et c'est comme ça justement que ce que signalait Christian, c'est comme ça qu'il prenait des buts, surtout en reconversion rapide, parce qu'il dominait tout le temps, il jouait tout le temps dans le camp de l'adversaire. Barcelone, c'était particulièrement frappant. Donc c'est comme ça qu'il prenait les buts. Aujourd'hui, ce qu'il ne veut pas voir, c'est que son équipe, en deuxième mi-temps, est inexistante. C'est tout à fait hallucinant de voir 3 défenseurs successifs qui font quasiment le même penalty sur le fait d'être dépassés en vitesse et en impact. Oui. Ça, c'est un truc qu'on ne peut pas voir dans une équipe qui joue comme ça. C'est ça qui est hallucinant. Et ça, j'ai l'impression que Guardiola ne veut pas le voir pour l'instant. En tout cas, pas le dire publiquement. 5 buts encaissés ce week-end, déjà beaucoup de buts encaissés la saison dernière, ce qui explique aussi l'écart par rapport à Liverpool. Donc là, la réponse, la réplique, le changement cette semaine, c'est l'arrivée d'un défenseur, Ruben Dias, 70 millions d'euros. Oui, et pour rebondir là-dessus, les spécialistes anglais estimaient que c'était plus ou moins 400 millions investis dans la défense de Guardiola depuis qu'il est en place. Moi, j'ai même 500 millions avec 500, avec ouais. Stones, avec Mendy, Laporte, Mendy, Walker, Danilo, et on peut même y ajouter le gardien Cancelo, Ederson. Donc, c'est 500 millions en presque Ah oui, ils 5 ans. rajoutent le gardien. Ouais. Avec ça- une petite ristourne de 15 millions, puisqu'ils vont vendre Tamendi et 15 millions à Benfica. Donc, il y a quand même c'est quand même les soldes aussi un peu. Donc, ça réduit le nombre. On achète pour moins cher en ce moment. Mais ce qui est vraiment pour moi étonnant, c'est comment est-ce possible qu'une équipe de Guardiola qui en général est en progression constante sur les différentes années, le Bayern était évidemment meilleur au bout du chemin avec Guardiola. Ici, j'ai l'impression que Man City est presque en 10 minutes qualité. Je sais pas votre point de vue, mais je sais pas, j'ai l'impression que peut-être l'usure de pouvoir, en tout cas, j'ai l'impression que Man City est moins fort qu'au moment où Guardiola est arrivé finalement. La première saison était un petit peu compliquée, puis il y a eu les 2 titres. Bon, attention quand même, il y a Agüero qui est blessé et Gabriel Jesus qui n'est pas disponible non plus. Défensivement, le départ de Compagnie, plus d'un an après, on en parle encore. Quand Ruben Dias a été officialisé cette semaine, on dit voilà, c'est peut-être celui qui va remplacer Compagnie. Donc, c'est toujours pas remis du départ de Compagnie, avec en plus David Silva qui est parti durant l'été. Donc, c'est une équipe qui change, mais quand même,
500 millions d'euros pour encaisser 5 buts face à Leicester. De toute façon, c'est très clair déjà que cette année, les deux achats principaux, c'est Nathan Ake et maintenant Diaz, donc ce sont des défenseurs. C'est la conséquence de ce qu'il a constaté la saison dernière. Il perd la porte et sa saison est quasiment finie défensivement, puisque Fernandinho doit jouer défenseur central, ce qui n'est pas son poste de prédilection quand même. Et à partir du moment où un édifice, il y a la base, qui est la défense, qui commence à s'effriter, c'est un peu la panique et voilà, on prend des mesures. Alors Diaz, il est peut-être très très bon, mais il va devoir s'adapter de toute façon à ce football. Ils vont pas trouver. Ce qui est étonnant encore une fois, c'est qu'on n'est pas mieux préparé et pas mieux analysé dans le chef de Guardiola ce problème défensif qu'on a déjà noté et renoté au cours de nos émissions. Tout le monde le voit et moi j'ai l'impression que lui il veut pas le voir. Et ça, c'est vraiment, depuis qu'on suit Guardiola, c'est quand même un truc étonnant parce que c'est quelqu'un qui analyse tout le temps. C'est plus un problème d'approche défensive, de rigueur et plein de paramètres que de joueurs, de qualité de joueurs. Je pense qu'il n'y a pas d'approche défensive, puisque au fil du temps, les problèmes ne se résolvent pas. Le problème, c'est qu'il est omnubilé par l'aspect offensif et l'idée d'avoir le ballon. Et donc, il se dit que si j'ai le ballon 80% du temps, il reste que 20% où j'ai pas le ballon. La difficulté aujourd'hui, c'est que tout le monde a des moyens technologiques et tout le monde sait dans le temps et dans la répétition quelles sont les forces de Guardiola et quelles sont ses faiblesses. Et les gens aujourd'hui n'ont plus peur d'aller jouer parce qu'ils savent que c'est possible. Lyon le fait, Leicester le fait, donc à certains moments, ça engendre aussi une dynamique de la part des autres équipes qui se disent que faut pas s'inquiéter, laissez-les leur ballon, on va essayer de faire quelque chose et d'utiliser nos forces. Un dernier point aussi, c'est dans la gestion des matchs où City ici a quand même mené face à Leicester 1 au moment où Mahrez fait 0-1. On se dit que le match est presque déjà gagné parce qu'aller égaliser là-bas. À Wolverhampton, Bruno avait insisté la semaine passée. C'est vrai qu'à un moment, ils font 1-2 pour le même prix, c'est 2-2. Donc, c'est surtout dans la gestion de match aussi où j'ai l'impression que Pep perd un peu le fil pour le moment. Mais bon, c'est peut-être le coach le plus talentueux. Donc, certainement qu'il nous trouverait une solution. Et ce qui est très frappant aussi, c'est qu'avec moins de 30% de possession de balle, Leicester parvient à marquer 5 buts quasiment en une mi-temps. Ça, c'est quand même inquiétant. Bon, en tout cas, ça promet pour samedi 18h25, Leeds face à Manchester City. On passe à l'autre rencontre phare du week-end. C'est dimanche 17h25, Manchester United face à Tottenham. Cette équipe de Manchester United qui ne sait toujours pas ou ne comprend toujours pas comment elle a pu gagner à Brighton le week-end dernier. Ça a été assez incroyable. Ils ont quand même gagné après le coup de sifflet final, ce qui n'est pas banal, alors que Brighton avait fait 5 poteaux, dont 3 pour Trossard sur la rencontre. Donc cette équipe de United s'en sort bien après une défaite lors de la première journée. Il y a un sentiment assez général partagé par pas mal d'observateurs en Angleterre, c'est que cette équipe n'est pas prête. La dernière saison a été longue. De toute façon, on est dans évidemment des circonstances assez extraordinaires. Cette équipe a l'air de ramer dans ce début de saison, même si elle a été gagnée en Coupe de la Ligue 0-3 Brighton quelques jours après, c'était mardi. Oui, mais ce qui m'avait frappé déjà depuis le début de la saison, et même en fin de saison dernière, c'est la disparition un petit peu de Fernandes, qui avait rayonné sur l'équipe à partir de son arrivée, qui avait complètement changé la dynamique de l'équipe, redonné de la confiance à tout le monde. Et puis là, je sais pas, en début de saison, il essaye visiblement de réintégrer Pogba dans l'histoire. Ça marche pas trop bien quand même, faut bien le dire. On voit de nouveau un Pogba qui marche un petit peu comme on le voyait à la fin de l'ère Mourinho. Et Fernandes, on le voit plus beaucoup. Certes, il a marqué le penalty, mais en dehors de ça, dans le match, on le voit pas énormément. Et c'est hallucinant ce qui s'est passé dans cette rencontre, parce qu'ils peuvent très bien en prendre 5 sur les 5 poteaux en plus. Donc, ça veut dire que défensivement, il y a quand même de vrais problèmes. Christian, donc Manchester a pris 5 poteaux, mais a aussi et surtout pris 6 buts sur les 2 premières journées. Voilà, 5 buts. Ça donne une tendance générale de la problématique défensive en début de saison chez les grands. Il y a Liverpool qui a encaissé aussi quelques buts, Manchester City, Manchester United. Et donc, voilà, on est dans le même schéma que Manchester City, c'est-à-dire qu'on encaisse des buts sur jeu dominant placé, on encaisse des buts sur penalty, on encaisse quand même une majorité de buts en deuxième mi-temps et aussi là 2 buts dans le dernier quart d'heure. Donc, il y a une tendance générale et c'est la preuve que tout le monde parle de spectacle, tout le monde parle de jeu offensif, mais un sport collectif et un championnat collectif, ça se gagne en défense. Et tant qu'on ne résout pas les problèmes défensifs,
eh bien, ces équipes vont être à la merci de petites pointures comme Brighton ou comme Leicester. Enfin, quoique Leicester est plus fort, mais on peut avoir des surprises parce que la gestion défensive n'est pas excellente. Mais aussi, on peut ajouter qu'on a beaucoup souligné le travail défensif, en tout cas l'année passée, des attaquants à Liverpool, qui était très, très important dans l'ensemble du système. Moi, avec les deux Manchester, j'ai beaucoup l'impression que ça travaille très peu défensivement chez les attaquants, qui doivent être les premiers défenseurs à au moins diminuer les espaces ou les longues passes. Et ils sont trop vite. En fait, si Fernandez, on le voit plus aussi, c'est parce que l'entrejeu est trop vite dépassé, hein, par exemple. Ils vont très très vite de l'autre côté, les adversaires. Et quand ils voient que c'est facile, je pense que Leicester a vraiment senti en deuxième mi-temps que ça devenait facile d'aller jouer dans le camp adverse. Ben, on se crée des occasions, forcément. Du côté de Tottenham, on voit quand même que le calendrier, Mourinho qui a l'habitude évidemment de se plaindre des difficultés du calendrier, du peu de préparation qu'il a eu, 4 matchs disputés en l'espace de 9 jours. Il y a eu ce match face à Newcastle, la déception encaissée sur faute de bras, sur penalty. La victoire au tir au but à Chelsea. Ce jeudi soir, c'est contre le Maccabi Haïfa en Europa League. Et puis dimanche, du côté de Manchester United. Alors, je ne sais pas si on peut encore parler de tactique de préparation. Là, c'est juste du repos qu'il faut aux joueurs de Tottenham pour le moment. Mais je pense qu'il a déjà essayé de les économiser dans le match contre Newcastle, puisqu'ils menaient 1-0. Et dans le deuxième mi-temps, ils ont essayé de gérer ce match, qui s'est avéré en toute fin de rencontre une erreur, même si l'adversaire a eu un seul tir cadré, je pense, dans toute la rencontre. Donc, il a été pris à son propre piège. Alors, que penser de ce début de saison de Tottenham? Une équipe qui était en dehors du top 4 la saison dernière, c'est évidemment le principal objectif, c'est de retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Est-ce que, avec ce début de saison, on rappelle qu'il y a quand même une défaite face à Everton lors de la première journée, est-ce que cette équipe d'Everton de Tottenham semble progresser? On a vu aussi une problématique qui était contre Southampton. Ils sont nulle part pendant la première mi-temps. Ils sont vraiment nulle part et on se dit ça va être vraiment compliqué. Et même je me faisais la réflexion, je me dis oh là là, peut-être que ça va mettre déjà Mourinho en danger. Et puis après, bon, ils ont eu la chance que Southampton est revenu aux fondamentaux de base, c'est-à-dire 35 ans en arrière, jouer le hors-jeu à 1 mètre de la ligne médiane, ce qui a permis à Sang et Kane de pouvoir profiter d'en marquer 4 ou 5. Et donc ça a donné un petit peu d'air, mais voilà, c'est compliqué pour tout le monde. Et donc, en plus, maintenant, il y a des équipes comme Everton, Leicester qui confirment un peu Everton, qui commencent à venir avec des qualités. Je pense que des équipes comme Tottenham et les entraîneurs, ils ont intérêt à apporter quelque chose dans le jeu parce que ça va être vraiment compliqué. Bon, il y a l'apport quand même de Reguilón qui a été assez bon face à Chelsea il y a quelques jours. On attend Gareth Bale. On verra s'il est en condition peut-être déjà de jouer ou d'être sur le banc ce week-end. Il était dans le stade. Non, ça sera pas encore le cas. Ils annoncent après la trêve internationale. Et José Mourinho qui espère toujours un attaquant pour concurrencer Kane. Et on parle de Milik. On a parlé de Benteke à un moment. On parle de Milik, ouais. Apparemment, ça se rapproche. On sait qu'on est dans les dernières heures du mercato là déjà. Ça se termine lundi 5 octobre. Alors, il y a un nom qui a traversé tout le mercato, c'est Sancho. On sait que du côté de Manchester United, on rêve de l'avoir. Est-ce que ça se fera d'ici là? Et puis, il y a un autre nom dont on a parlé dans beaucoup de clubs du côté de la Première Ligue, c'est Koulibaly. On l'avait d'abord cité à Manchester City, mais on sait qu'entre les deux, entre City et Naples, il n'y a pas une très très bonne relation. On l'a placé du côté de Chelsea, on l'a placé aussi du côté de Manchester United. Quid de cette fin de mercato? Liverpool aussi, effectivement. Il faut voir aussi les qualifications dans les différents, avec l'Europa League et il y a des équipes qui vont se débarrasser de joueurs s'ils sont éliminés, et puis d'autres qui vont pouvoir faire des achats parce qu'ils savent qu'il va y avoir une rentrée d'argent. Donc, À propos, on parle peut-être de l'arrivée de Van Aken à Aston Villa aujourd'hui dans la presse anglaise, et on parle de 14 millions de pounds. Donc c'est pas West Ham? West Ham, Julien, je crois. Pas Aston Villa, West Ham. C'est peut-être, parce que Villa, d'habitude, fait pas mal d'affaires avec Bruges, mais en effet, c'est West Ham. Mais je me disais, 14 millions, on est redescendu à des chiffres quand même plus corrects. Parce que logiquement, un Van Aken, c'est au minimum le double. Hein. Je sais pas si. Ouais. Et pourtant, il y a le jeune défenseur de Saint-Etienne, Fofana, transféré pour 40 millions d'euros à Leicester. Bon, on sait que Leicester a quand même fait de très très bonnes affaires ces dernières années en allant chercher des joueurs
pour des petites sommes. On pense à Kanté, on pense à Mahrez, même à Maguire. Mais 40 millions pour un jeune défenseur, il a 19 ou 20 ans et qui n'a encore rien prouvé au niveau international, c'est quand même une belle somme. Donc, on ne peut pas dire que le marché est en train des transferts vers l'Angleterre est en train de baisser. Bah, un petit peu quand même parce qu'on a estimé, j'ai lu ça la semaine dernière, que la crise du Covid avait coûté globalement au club anglais 700 millions de livres. Donc il y a quand même des finances qui sont un petit peu en baisse. Ils ont toujours beaucoup d'argent, mais on a déjà signalé combien ces clubs avaient dépensé ces dernières années. On pense à City, à United. Ça devient peut-être compliqué. Hein. Et puis, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Les stades sans public, c'est quand même une rentrée d'argent qui est importante. Logiquement, les supporters devaient revenir ici cette semaine-ci, mais évidemment, avec la catastrophe de la pandémie, encore un peu plus en Angleterre, où c'est ingérable là-bas. Boris Johnson est fort critiqué pour notamment tout ce qui est tests, etc. Donc ça, ils ont déjà annoncé que ce n'est pas pour tout de suite le retour des supporters. Et aussi, je voulais insister parce que ça, on en parle souvent en Angleterre, c'est les ligues professionnelles, mais non première ligue, donc toute la division 2, division 3 qui tirent la sonnette d'alarme parce qu'ils sont en crise. On parle même de faillite potentielle. Hein. Effectivement, eh bien, on a du suspense jusque lundi en termes de transfert. On a les 10 rencontres en exclusivité sur Vous Sport World et en direct, évidemment. Ça commence samedi à 13h25, ça terminera dimanche soir avec le match de Liverpool, tout cela en direct. Rien que pour vous, on retrouvera Julien, on retrouvera Philippe et vous, Christian, on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Vous Zoom. Passez une excellente journée, un très bon week-end et à très bientôt. Bye bye.